Et j'ai compris. Donc les enjeux de la propriété intellectuelle dans les projets collaboratifs qui nous concernent particulièrement au niveau des projets européens. Alors, juste, je vais commencer par, vous faire une très petite présentation du réseau Euclid, parce que je ne sais pas si toutes les personnes qui sont présentes, connaissent ce réseau. Qu'est-ce qu'Euclid? C'est un réseau d'acteurs, spécifique à la région Centre-Val de Loire qui, a été créé dans les années, 2016 et son point de convergence, ce sont les projets européens et l'accompagnement des acteurs du territoire, sur les projets européens, au niveau des montages et également, dans la suite sur les suivis des projets européens. Quels sont les objectifs, du réseau Euclid? Et c'est d'offrir un meilleur accompagnement pour les acteurs, à la fois, comme je le disais, pour monter les projets et pour les gérer, dans leur vie, ces projets européens. Pourquoi? On veut améliorer la participation des acteurs de la région au programme de RDI, européen. On souhaite promouvoir les programmes européens, donc ça passe par du partage, des échanges. On va capitaliser les informations, hein, l'idée de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Mutualiser les actions, toujours cette même idée, entre partenaires et fournir de l'aide à la décision au pouvoir public, la région Centre-Val de Loire étant très grandement impliquée dans le réseau Euclid. Qui est présent dans le réseau Euclid? Vous y retrouvez, comme je viens de le dire, la région Centre-Val de Loire, l'agence de développement éco DEVEUP, l'ACMER qui est la cellule mutualisée Europe Recherche entre les universités de Tours et d'Orléans, le CNRS et l'INSA. On y retrouve également les structures de recherche type PRGM, INRAE, etc. Les pôles de compétitivité sont également impliqués via donc, le pôle DREAM dont je fais partie, Cosmetic Valley, Polyméris, VG-Polis, S22, Agrimtech ou encore Pôle Pharma. On est impliqué également la CCI Centre-Val de Loire en tant qu'acteur économique et consulaire, le Studium qui est une structure d'accueil des chercheurs internationaux, et l'ADRARI, qui est la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation. Voilà en ce qui concerne le réseau Euclid. Je ne prendrai pas plus de temps et on va maintenant avoir la chance d'écouter Pénélope Couture et Mathieu Samut qui vont nous exposer leur présentation. Et je commence par les remercier et je leur laisse la main pour nous parler propriété intellectuelle. C'est à vous. Merci Émilie. Mathieu, je pense qu'on peut d'abord commencer par se présenter. Ouais. Donc, Pénélope Couture Pelé, déléguée régionale pour l'INPI, donc Institut national de la propriété industrielle, donc représentante de la délégation Centre-Val de Loire et représentant un tiers de l'équipe présente sur le territoire. Voilà, bonjour, Mathieu Samut. Moi, je suis chargé d'affaires au sein du service partenariat et valorisation Grand Campus, qui est un service mutualisé entre l'Université d'Orléans et le CNRS, donc sur le campus CNRS d'Orléans, et à titre personnel, donc je suis le référent question valorisation au sein de ce service. Donc c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Et donc, on intervient en commun pour vous présenter un peu les grands enjeux à la propriété intellectuelle, ce à quoi il faut penser quand on veut entamer un partenariat public-privé, avec des choses, un distinguo d'enjeux d'un côté entreprise, d'un côté laboratoire public, d'où nos deux représentations, puisque nous, INPI, on accompagne les entreprises en fait sur le sujet de la stratégie propriété intellectuelle. Mais au cours de la préparation, on s'est rendu compte qu'avec Mathieu, des enjeux étaient croisés. Et donc, l'idée aussi, c'est de mettre cette vision-là en perspective. Donc, une perspective d'enjeu de propriété intellectuelle qui va s'inscrire sur un processus d'une envie de partenariat et des enjeux de propriété intellectuelle qui vont en fait se présenter bien en amont de je postule pour un projet de partenariat programme Horizon Europe ou pas, de je commence à négocier avec un laboratoire de recherche, puisqu'il y a d'abord des enjeux à gérer en avant. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, et jusque l'après-signature du contrat, ces enjeux de propriété intellectuelle seront présents et ne sont donc pas à négliger. Hop, suivant. Voilà, donc juste un petit aparté sur le IC.
À l'inverse de la plupart des gros projets européens, notamment les ERC, hein, qui sont maintenant bien connus, en tout cas côté académique, le IC a cette spécificité qu'il est capable d'adresser des programmes de recherche sur des échelles d'avancée relativement amont, donc les Pathfinder notamment, AVA, donc l'accélérateur. Là, ce sont des financements qu'on peut retrouver chez d'autres financeurs publics relativement, entre guillemets, facilement. Pathfinder, ce serait plutôt un ANR en contexte national, et accélérateur, ce serait un BPI France, par exemple. Mais également les transitions. Donc là, on serait sur ce qu'apportent les programmes de maturation technologique, les SATT notamment, ou dans la région, c'est plutôt Cévalo. Et donc, on a cette spécificité que ce programme peut adresser vraiment tout type de projet, vraiment sur toute la ligne d'avancée des technologies. Donc, je ne vais pas détailler plus que là les TRL, sauf s'il y a des questions plus tard. Donc ça, vous pouvez les garder. On va peut-être pas on va le précisément, on répondra aux questions à la fin, peut-être de manière préférentielle. Donc, si vous en avez, notez-les. Vous nous les adresserez à la fin de la présentation. Donc, voilà. Désolée. Du coup, pour déjà débuter cet atelier, c'est de présenter un peu, d'un point de vue entreprise, ensuite par Mathieu, le point de vue du laboratoire, quels sont les enjeux à aller chercher un partenariat public-privé. Pour les entreprises, forcément, une entreprise dans un partenariat public-privé, son objectif premier, c'est d'innover. L'innovation, c'est le cœur de votre métier en tant qu'entreprise. Cette innovation va vous faire conquérir des parts de marché. Donc, un avantage concurrentiel et avantage concurrentiel que vous avez apprécié et pour lequel vous avez fait un peu les forces de porteur, un peu une matrice menace, opportunité, faiblesse et force au niveau du projet. Et vous êtes rendu compte qu'en fait, l'expertise, vous ne l'aviez pas en interne. Et là, l'objectif, c'est d'aller la chercher à l'externe pour être plus rapide à arriver sur le marché. Et au final, dans la mesure du possible, avoir une exploitation libre des résultats qui seront en fait l'objectif final de ce partenariat public-privé. Voilà. Donc, côté laboratoire, il y a quelques petites différences, mais il y a aussi quelques points de convergence. Donc, effectivement, pour rappel, effectivement, la mission première des laboratoires de recherche publique, c'est la compréhension, c'est la science. Donc ça va être le premier moteur de motivation, on va dire, de ce côté-là, en général. Lié à ça, la diffusion des connaissances, ça, c'est on est là dans le cadre général de l'open science, hein, au niveau européen, qui concerne également les programmes EIC. Alors pour autant, il y a aussi des objectifs en termes de transfert de technologie. Ça reste une des missions de la recherche publique. On l'oublie aussi des fois, y compris côté académique, mais c'est effectivement un des grands axes importants dans nos missions. Un autre point qui est important pour les établissements publics, puisque pour les laboratoires eux-mêmes, même si ça va jouer, c'est qu'on a une recherche en général de copropriété des résultats, à la fois pour assurer le côté diffusion et aussi pour garder la main sur le processus de transfert. Quand j'ai gardé la main, ça ne veut pas dire qu'on décide de tout, hein, je précise tout de suite, on reviendra dessus. Mais également, une autre différence, c'est que autant les entreprises, et on comprend, hein, ont besoin d'aller vite, et autant le temps de la recherche peut être un tantinet plus long. Et c'est un des points sur lesquels il faut être capable d'anticiper lorsqu'on monte un projet public-privé, d'essayer d'articuler ce besoin double, parfois un peu contradictoire sur le papier, d'aller vite d'un côté et d'être un peu plus posé, entre guillemets, de l'autre. Ce qui nous amène donc, à travers ces enjeux, à vouloir vous présenter aujourd'hui des enjeux de propriété intellectuelle en fonction des phases que vous allez avoir dans un projet de partenariat public-privé. Et donc, avec Mathieu, on va débuter par quels sont les enjeux, les bons réflexes, les outils auxquels il faut penser en amont du projet de partenariat. Et c'est là où on vous expliquait qu'on a souhaité faire un peu un tableau comparatif. On va se rendre compte que les choses sont croisées. Dans un premier temps, côté entreprise, l'objectif va être de faire un état de la technique. Cet état de la technique, en fait, c'est quasiment un quotidien
un système que vous devez mettre en place pour rechercher des pistes de développement et des pistes d'innovation. C'est au travers de cet état de la technique que vous avez étudié votre environnement concurrentiel et technologique, non seulement pour anticiper ces pistes d'innovation et les valider, puisque normalement dans un processus d'innovation, vous avez justement fait des ateliers de créativité et vous avez plusieurs orientations à donner. Maintenant, il faut pousser un peu plus loin le choix qui va être fait, le choix stratégique. Mais aussi, cet état de la technique va vous permettre d'aller rechercher de nouveaux partenaires, d'étudier l'intensité innovatrice de votre secteur et aussi les barrières à l'entrée. Voilà. Donc côté académique, alors je précise tout de suite que j'ai fait on va dire un regroupement laboratoire SPV. Alors quand je dis SPV, Service Partenariat à Valorisation, je parle de manière générique. C'est la dénomination au CNRS ou à l'Université d'Orléans. Il y a l'équivalent dans tous les établissements publics. Et que en fait, sur ces questions-là, de manière générale, sur le montage d'un projet, sont déroulées en tout cas toute la partie amont. On fonctionne très souvent en duo. Donc les informations de l'un et de l'autre vont se compléter. C'est pour ça, voilà, petit aparté, qu'on a présenté ça comme ça. Donc, côté laboratoire, alors sur l'état de la technique, normalement, dans son domaine scientifique, le laboratoire est à peu près au courant de ce qui se passe, au moins côté académique. Pour autant, ce qui peut arriver, c'est que souvent, en étant extrêmement spécialisé au sein d'une équipe ou voire d'un chercheur, il faut toujours faire attention à ce que la demande, la proposition faite par un partenaire industriel corresponde à ses réelles capacités d'y répondre. Est-ce qu'on peut le faire? Déjà, scientifiquement, est-ce qu'on est pertinent? Est-ce qu'on a les capacités, j'ai envie de dire, matérielles de le faire aussi? Toujours se poser cette question-là en premier, et si on n'est pas en capacité à l'instant T de le faire, on verra après, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement amener le projet à être réalisable d'un point de vue des moyens. Et bien entendu, selon la problématique qui va être posée, ça peut être intéressant de remettre à jour l'état de l'art sur le point particulier qui est demandé, qui peut de prime abord paraître parfois un peu à côté de ce qu'on fait, mais en réalité, on peut se rendre compte assez facilement dans un certain nombre de cas que, en fait, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de travailler dessus, mais qu'on en est capable quand même. Donc voilà, c'est se poser la question et faire un peu de recherche bibliographique pour voir si on est vraiment hors sujet ou si on peut quand même tenter le coup, on va dire. Et c'est là où on trouve du coup les liens avec ce que vient de dire Mathieu, puisque vous, en tant que société, vous avez fait un état de la technique qui vous a permis de prendre une certaine décision. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'état de la technique ou état de l'art, c'est qu'il y a quand même une zone d'ombre. Généralement, on fait, donc Mathieu pourrait mieux en parler que moi, peut-être aussi un état de la technique sur la base des publications scientifiques. Mais nous, côté entreprise, on va être principalement sur un état de la technique qui va être lié au brevet. Sauf que les brevets sont publiés à 18 mois. Et donc, vous avez une zone d'ombre de 18 mois qui ne vous permet pas de voir de nouveaux acteurs ou de nouvelles technologies émergentes parce qu'elles ne sont pas en plus forcément commercialisées pendant ce laps de temps de zone d'ombre. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien mettre en place une veille technologique jointe à cet état de la technique et ensuite faire un récapitulatif qui vous servira peut-être aussi par la suite dans le cadre du partenariat. Du coup, je vais commencer. Donc voilà, donc là on voit sur l'étape suivante, donc sur en gros l'intégration des technologies à prévoir, qu'il y a pas mal de choses qui sont en fait très proches, voire communes entre les problématiques industrielles et les problématiques académiques. Donc effectivement, il faut bien connaître son positionnement technologique. Voilà, est-ce qu'on est déjà suffisamment avancé dans le domaine pour ne pas être d'ores et déjà, on va dire, laissé sur place par la concurrence? Est-ce qu'on est encore dans la course? Est-ce qu'on aura la capacité d'aller plus loin? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc, le patrimoine matériel, c'est en gros tout ce qu'on a comme travaux en cours, IP éventuellement, enfin tout ce qui va permettre d'abonder au projet et donc de permettre de le réaliser et d'aller jusqu'à l'objectif qu'on se fixe. Pour les laboratoires, ça peut être intéressant, et c'est là intéressant de faire le lien avec les services comme le mien, savoir où est-ce qu'on en est sur l'état d'avancement technologique, donc l'échelle TRL que j'avais montré tout à l'heure, technologie readiness level, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé. Voilà, savoir si on est très amont, si on est sur une phase de laboratoire en fin de cursus TRL, on va dire niveau 2 ou 3. Est-ce qu'on est déjà plus avancé? Est-ce qu'on pourrait envisager des choses presque concrètes, des prototypages, etc. Savoir où est-ce qu'on en est, voilà, pour se positionner. Est-ce qu'on peut apporter? Et chose importante, alors que la plupart des entreprises n'oublieront pas, mais que les laboratoires, peut-être un peu plus souvent, c'est bien voir
indispensable de couvrir les échanges qu'il y a par un accord de secret. C'est un contrat qui est assez rapide à mettre en place et qui vous permet de discuter de manière ouverte, j'ai envie de dire sans tabou, des sujets ayant attrait au projet, et afin de partir sur une base où vous avez toutes les informations et les cartes en main pour savoir vraiment d'où vous partez et où vous voulez aller. Sans ça, et voilà, on peut avoir des retenues d'informations plus ou moins volontaires, voire on peut partir sur des bases un peu bancales, sans compter qu'il y a bien sûr le risque de divulguer des informations confidentielles qui pourraient faire l'objet soit de publications côté académique, soit de brevets côté industriel, voire des deux côtés d'ailleurs. Et en fait, on peut, entre guillemets, déjà s'auto-saborder si on se protège pas un minimum dès le départ. Et donc, pour compléter, en fait, ce que vient de vous présenter Mathieu, c'est que côté entreprise, le positionnement technologique, il présente aussi une importance parce que de l'état de l'art, en fait, vous pouvez pousser un peu plus loin l'étude vers ce positionnement technologique et vers ce qu'on appelle une cartographie. Parce que en fonction du TRL dans lequel vous vous trouvez en tant qu'entreprise, dans les premiers jalons à 1-4, on est plutôt sur l'idée, on a une idée, on va commencer à travailler dessus. Alors que quand vous allez continuer d'avancer, là, vous avez des choses qui naissent déjà, qui ont peut-être déjà été testées. Et donc, vous arrivez déjà à faire une cartographie et vous dire, bah, voilà, aujourd'hui, quand vous allez voir le partenaire public ou même d'autres partenaires, puisqu'en fonction des programmes auxquels vous postulez, c'est public, privé, public, enfin, il y a un certain nombre d'acteurs qui s'insèrent. Vous pouvez aussi aller montrer la valeur de vos actifs et donc l'importance de venir collaborer avec vous pour pousser la recherche. Cartographier votre patrimoine immatériel, ici, pour une entreprise, ce n'est pas anodin. Le point d'ordre sur lequel je veux insister, parce que tout le monde sait cartographier son patrimoine au niveau des brevets des marques, mais beaucoup d'entreprises ont oublié le savoir-faire. Et ça, c'est super important. Il faut vous assurer quand vous cartographiez votre patrimoine immatériel que vous cartographiez l'entièreté des actifs immatériels dont vous disposez et que pour chacun, vous ayez mis en place les bonnes protections, les bonnes précautions, que vous ayez bien une liberté d'exploitation, parce qu'on le verra par la suite, ça entre en ligne de compte pour la négociation et l'exécution du partenariat. Sur la confidentialité, je n'ai rien à ajouter dès le départ. Il faut y penser. Tout ça, ce sont des préalables qui vous permettent ensuite d'aller identifier les financements possibles. Donc, pour une entreprise, je pense que quand vous êtes entreprise innovante, vous savez tous que vous avez des dispositifs fiscaux, ces deux CIR qui sont là pour vous accompagner. Seulement, ce n'est pas des financements qui vous apportent des fonds, c'est on avance et ensuite, on a un bénéfice fiscal. Mais dans le cadre des financements possibles, vous avez différents horizons nationaux, régionaux et européens, dont les programmes Horizon Europe. Et donc, en fonction de votre positionnement technologique, vous allez pouvoir postuler ou pas à certains. Et si on prend l'exemple du programme qui vous sera présenté mardi prochain, le Pathfinder, par exemple, le niveau TRL attendu, c'est entre 1 à 4, ce qui est forcément engageant pour pouvoir obtenir le financement. Voilà, et puis du coup, en parallèle, pour les laboratoires, donc le régime de financement est un peu différent. On est sur les coûts marginaux, donc en gros les coûts dédiés et spécifiques au projet. Et un point de vigilance à avoir, et ça c'est vrai aussi bien au niveau des projets Horizon Europe que pour tout autre projet, c'est de bien définir les besoins, de ne rien oublier pour dimensionner la demande financière à l'ambition du projet. Puisqu'une fois qu'on s'est engagé, qu'on a obtenu les financements, s'il manque, il faut combler sur les ressources propres. Et les laboratoires ont régulièrement ce petit problème-là. Donc voilà, c'est un petit rappel, mais qui est indispensable. Et donc maintenant, si on se prépare vraiment à la gestion de la relation partenariale, c'est-à-dire qu'on a approché, par exemple, le CNRS, en tant qu'entreprise, au préalable, il est quand même nécessaire de se reposer la question de votre modèle économique et de vos objectifs dans cette collaboration. Après, on aura un autre sujet qui s'y rapproche. Pourquoi? C'est que vous êtes une entreprise avec une volonté de retirer de l'argent d'une exploitation d'un résultat futur. Un résultat qui peut arriver très bien dans l'année, mais qui, si on regarde les programmes Horizon Europe qui n'ont pas forcément une durée limitée, vont se retrouver plutôt à 60 mois, par exemple. Donc, il faut avoir une conscience de votre modèle économique et de vos objectifs pour s'assurer aussi de la cohérence des objectifs de chacun des partenaires qui vont être impliqués dans ce partenariat. Et donc ici, c'est anticiper à la fois la négociation, la cohérence des stratégies de chacun, du partenaire public et du partenaire privé, et donc faire pour vous aussi revenir à cette matrice force, faiblesse, opportunité, menace, et ce positionnement stratégique du projet dans une stratégie
plus large, et pourquoi pas plus large au point d'en faire voilà, un examen des forces de porteurs quand on est une entreprise. Voilà. Pour les laboratoires, donc il faut toujours, dans l'idée de ce qu'on a dit tout à l'heure, estimer la faisabilité, la compatibilité du projet avec les objectifs du laboratoire. Est-ce qu'on est bien dans la thématique du laboratoire, dans les axes de recherche qu'il développe et qu'il souhaite développer, et de l'établissement également. On peut avoir, selon l'établissement, des politiques qui peuvent un peu diverger en termes voilà, de priorité sur les projets. Voilà. Donc il faut faire attention à ça et pas hésiter à solliciter son DU ou le SPV de votre équivalent SPV de votre établissement sur ces points-là si vous avez un doute. Et également, alors c'est quelque chose qu'on a peut-être pas l'habitude de faire, mais qu'il faudrait faire un peu plus, c'est de demander l'autorisation du fonctionnaire sécurité défense lorsqu'on est sur un projet de ce type-là, avant d'initialiser le montage, on va dire concret. Puisque on y pensera forcément pour un partenaire étranger type Chine, États-Unis, etc., où on se dit voilà, ça peut être un danger de captation de technologie par une puissance étrangère. Il faut savoir qu'en réalité, les pays qui nous espionnent et nous captent le plus de technologie, ce sont les pays européens. En réalité, c'est nos alliés proches. Et donc, c'est une étape voilà. Finalement, on a tendance à zapper, mais qu'il faut vraiment penser à faire cette demande-là. D'autant que dans ce contexte-là de l'EIC, il y a très, très, très peu de chances qu'on vous dise non. Mais au moins, comme ça, on est dans les règles. Il n'y a pas de risque que plus tard, si on a oublié de le faire et qu'on se dit « Ah, il faut que je lui demande » et qu'on arrive en fin de montage de projet, on fait une demande en urgence. S'il y a un truc qui ne va pas, le FSD peut couper court au projet. Il peut dire non et c'est irrévocable. Donc, faire ça le plus en amont possible. Dans les enjeux ensuite à bien cerner, bon ça pour l'API au sens large, bon ça va être plus une question entreprise et éventuellement SPV côté académique, on va se poser la question, encore que ça va dépendre aussi des laboratoires, mais voilà, resituer bien les enjeux en termes de publication scientifique, comment on s'organise, comment est-ce qu'on peut porter un projet d'innovation en gardant une place à la publication scientifique. Voilà, en gros avancer sur les deux jambes en même temps, j'ai envie de dire, et garder en tête le côté valorisation économique, donc le plus classique étant effectivement le brevet, c'est pas la seule voie possible, mais c'est la plus connue. Et toujours assez en amont, commencer à lister les connaissances propres du laboratoire. Donc, ça va être les savoir-faire, hein, comme disait Pénélope, c'est la même chose chez nous. Hein, il faut y penser. Tout ce qui n'est pas publié, que vous savez faire de spécifique et que les autres ne savent pas faire. Il faut le lister, pas forcément l'avoir en détail tout de suite. Je sais que ce serait très bien de le faire, mais je sais que ce ne sera pas forcément le cas. Mais au moins avoir une idée de ça. Lister aussi les personnels qui seraient concernés en termes de compétences. Est-ce que ces personnes seront disponibles aussi pour la durée du projet, pour l'intensité du projet, et éventuellement sur les moyens nécessaires, est-ce qu'il y a ce qu'il faut au laboratoire, est-ce qu'il faut acheter du consommable, des choses classiques, ou est-ce qu'il y a besoin d'équipements complémentaires ou de mise à jour? C'est des choses qu'il faut anticiper, ça va avec dans la logique globale de réflexion amont et de constitution des besoins pour la réalisation du projet. Et donc, l'avantage en fait, de ce qui vient de vous être présenté, vous, en tant que côté entreprise, c'est que tout ça, vous pouvez aussi l'anticiper. Parce que les laboratoires ne vont pas forcément deviner pour vous que vous n'avez pas des moyens matériels ou des moyens humains à disposition. C'est là où aussi, un point de vigilance à avoir, c'est que vous allez vous retrouver en tant qu'acteur économique à discuter peut-être avec un chercheur que vous avez rencontré au détour d'un événement, sauf que ce chercheur, oui, il va être intéressé par le projet, mais n'est pas forcément celui qui va signer l'engagement, n'est pas celui avec qui vous allez négocier, n'est pas celui qui va avoir une compétence commerciale, forcément une compétence technique. Donc, identifiez bien qui fait quoi, y compris au sein d'une même institution. Mathieu est là pour faire une superbe représentation de justement le SPV et un organisme négociateur, en fait. Au niveau des laboratoires, parce que ce que vous allez discuter avec un chercheur, ce ne sera peut-être pas possible au niveau justement de l'instance qui va discuter avec vous ou négocier le contrat avec vous. Et l'autre point de vigilance, c'est que l'image, ce que vient de dire Mathieu par rapport au savoir-faire, où on ne va pas vous demander de forcément tout décrire tout de suite. À l'inverse, il faut aussi vous dire qu'est-ce que j'ai besoin, moi, en tant qu'entreprise, de dévoiler à mon ou à mes partenaires. Parce que en fait, il y a une grande série, Bureau des légendes, Canal+. Qu'est-ce que mon interlocuteur a besoin de connaître pour exécuter sa mission à bien? Et c'est ça la question que vous devez vous poser. Parce que vous n'avez pas besoin de dévoiler tout votre patrimoine immatériel à vos partenaires pour pouvoir aboutir à un résultat
efficace et qui va répondre à vos objectifs. Donc là, après avoir cartographié votre patrimoine immatériel, maintenant, c'est je le classe et qu'est-ce que j'envisage de mettre dans le partenariat. Et donc, on avance encore. Et là, on est plutôt sur l'idée qu'on a avancé justement et qu'on va partir pour évaluer et valider l'opération commune entre le partenaire public et le partenaire privé. Voilà, donc là, c'est bien, on n'a que des points communs. Donc voilà, c'est ce qu'on l'a déjà un peu dit, mais voilà, en fait, l'objectif, ça va être de préciser lors du montage du projet, on va commencer à être un peu plus dans le concret, les objectifs concrets qu'on attend du projet et les apports que chacun va mettre dans le pot commun, équipement, personnel qualifié, savoir-faire, etc. Là, il faudra bien clarifier les enjeux de pays et finalement aussi la manière dont ça sera traité et ou réparti entre les partenaires. Commencer à réfléchir à ça, en sachant que voilà, sans surprise, chacun va forcément vouloir conserver une part de droit sur les propriétés intellectuelles générées nouvelles par le projet. À voir comment ça peut s'articuler, parce que c'est pas parce qu'il y a une propriété éventuellement partagée qu'on va pas pouvoir exploiter derrière de manière libre. Ça, c'est des choses qui se discutent et qu'on anticipe un peu, mais c'est faisable. Il faudra affiner voilà, les enjeux et objectifs, on va dire futurs, non pas forcément ceux en cours, mais que peut apporter le projet et renforcer le projet au sein du laboratoire de l'établissement. Alors ça, c'est effectivement. Deuxième point, c'est pareil sur tout ce qui va être donc les savoir-faire, les connaissances antérieures, tout ce que vous apportez au projet, qui pourrait être nécessaire pour une éventuelle. Alors déjà pour réaliser le projet en tant que tel, hein, qu'est-ce qu'on doit effectivement communiquer entre nous, ça c'est ce que Pénélope disait à l'instant, mais également en cas d'exploitation potentielle de résultats, ménager des conditions d'accès pour pouvoir utiliser ces connaissances-là qui pourraient s'avérer nécessaires pour exploiter ces résultats futurs. Donc, gardez aussi ça en tête. C'est pas parce que ça nous appartient entre guillemets en propre et que c'était dans notre panier à nous qu'on peut pas effectivement prévoir l'accès à un partenaire qui en aurait besoin ultérieurement pour valoriser le projet. Donc, il faut aussi avoir en tête, alors dans ce contexte-là précis, qu'il y a des règles pour les projets européens, qu'il y a un grand agreement qui s'impose à tout le monde, il n'est pas négociable, et sous lequel donc est dépendant, entre guillemets, sont dépendantes plutôt les conditions de l'accord de consortium qui va régir la relation entre les partenaires du projet. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça, il faut se faire accompagner. Donc là, côté académique, on a un pôle Europe dédié. Il y a les membres du réseau Euclid qui ont des ressources aussi pour voilà, les côtés aussi industriels, etc. Mais en tout cas, surtout sur ce genre de projet-là, n'y allez pas tout seul, faites-vous aider. C'est vraiment le message, faites-vous accompagner. Et un aspect important et à pas négliger dans la mise en place du consortium, c'est quel est son mode de fonctionnement, comment sont prises les décisions, qui a les droits de vote, pourquoi, pour quel type de décision, à quel niveau on peut engager les comités de suivi, et éventuellement quelles sont les règles en cas de conflit. L'idée étant bien sûr de ne pas aller tout de suite se plaindre devant un juge, essayer de trouver des moyens, des crescendo, j'ai envie de dire, de résolution des conflits. Voilà, tous ces éléments-là qu'il faut anticiper. Généralement, plus on arrive à mettre ça à plat dès le départ et on a des mécanismes, on va dire, souples, et moins ça se grippe pendant la réalisation des projets. Donc, ce que Mathieu vient de vous dire pour un peu les établissements publics, ça s'applique effectivement aux entreprises. Ici, en fait, on remarque on fait une analyse plutôt des objectifs qui nous sont propres et maintenant on part sur des objectifs qui sont collectifs, des apports qui sont collectifs. Comment on met tout ça en œuvre, en fait, collectivement. Ce qu'il ne faut pas oublier en tant qu'entreprise, je vous ai parlé du savoir-faire, tout ça, c'est que quand vous parlez des enjeux de propriété intellectuelle, c'est qu'il faut prendre en compte tous les potentiels. Il n'y a pas seulement le brevet, il n'y a pas seulement le savoir-faire, il peut y avoir aussi de l'utilisation de marque, il peut aussi y avoir l'utilisation de la donnée, de la base de données, il peut aussi y avoir du logiciel. Donc, c'est tout l'environnement immatériel et tous les potentiels de résultats que vous devez d'ores et déjà essayer de pressentir. Et je sais que quand, par exemple, on postule un Pathfinder en TRL 1 à 4, c'est un peu peut-être difficile, mais en tout cas, il faut tous les prendre en compte. Sur le pilotage du projet, pour la partie fonctionnement du consortium, en fait, côté entreprise, on parle pilotage du projet. Ici, c'est
c'est le classico-classique que vous appliquez avec un partenaire privé. Donc, c'est géré de façon encadrée, comment on va gérer le début des travaux, alors même qu'ils ont peut-être été initiés avant la formalisation du partenariat, et ça peut arriver. Donc, attention, point de vigilance, et mettre en place un suivi du projet, donc avec un échéancier, un bon format livrable adapté, en fait, aussi à ce qui est attendu à chaque fois. La production de l'API, il peut arriver que dans certains accords, le livrable pays soit un livrable en tant que tel. Pourquoi pas l'envisager? Le fonctionnement du consortium, c'est aussi des comités de pilotage avec des acteurs qui vont bien pour prendre les bonnes décisions. Donc, tout ça, en fait, c'est du pilotage de projet pour lequel vous avez l'habitude en interne de le faire, mais là, cette fois-ci, on le fait en externe avec des partenaires publics, privés et publics qui ont peut-être aussi leurs propres contraintes à vous à manier et à adapter en fonction du projet en lui-même. Et si on continue, hop, voilà, si ça avait bien cliqué. Alors, ça c'est bon, voilà. Donc maintenant, on avance, on continue d'avancer. En fait, là, on a posé des premiers jalons, on a peut-être commencé d'ores et déjà à négocier, mais si on négocie un peu plus et qu'on fait un peu le point, on va se retrouver que tout à l'heure, on vous disait en faire attention côté entreprise au rôle de chacun des acteurs dans le partenariat. Ici, que ce soit côté laboratoire ou entreprise, il faut faire attention effectivement à ces parties impliquées dans le projet, toutes, quelles qu'elles soient. Moi, le point de vigilance que je vous donnerai en tant qu'entreprise, et je pense qu'il peut peut-être sûrement s'appliquer aussi au laboratoire, c'est les programmes européens impliquent des sociétés qui sont des États, qui font partie d'États qui ne sont pas le vôtre. Donc, les règles ne sont pas identiques. Alors, donc, un vrai point de vigilance à bien comprendre aussi quelles sont les règles, même si vous avez des règles de règlement européen qui vont s'imposer à vous, d'autres règles sous-jacentes peuvent aussi s'appliquer pour d'autres parties à la Convention. Et surtout, en tant qu'entreprise, vous avez un modèle économique. On vient début, on se prépare au partenariat. Ce modèle économique, vous avez peut-être pensé à vous dire, aussi, je vais aller chercher d'autres ressources pour aboutir au résultat. Mais surtout, je vais peut-être aller chercher une exploitation, une valorisation indirecte du résultat. Donc, ayez une vision globale de toutes les tierces parties qui prendront part au projet à vos côtés. Ouais. Ah, puis donc, pour compléter un petit peu, et puis aussi pour l'information des partenaires non académiques, bon, même si ça commence à se savoir un peu, il faut faire attention parce qu'il y a la notion de tierce partie à l'Europe qui peut aussi donc recouvrir donc, les entités affiliées, les contributeurs et les sous-contractants, mais également pour le laboratoire, les co-tutelles de laboratoire, parce qu'il est assez rare qu'un laboratoire appartienne à une seule entité académique. On a souvent parfois 3 ou 4 tutelles. Bon, dans la région, on n'a pas plus que ça, heureusement, mais des fois, ça peut être pire ailleurs. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas parce que vous signez avec le CNRS ou l'Université d'Orléans que l'autre entité en question n'est pas également impliquée. Et donc qu'elle n'aura pas, de manière indirecte, aussi une influence sur les discussions. Alors, un point aussi comme à avoir en tête, qui peut aussi faciliter un peu l'approche, c'est que pour les projets européens, il y a des modèles de consortium, on va dire, préétablis, qui ont été entre guillemets prénégociés voilà, entre de grands acteurs à l'échelle européenne, public, privé, et validés par la Commission européenne. Alors, bien sûr, on peut les adapter aussi aux situations particulières, au cas par cas. Le but, de toute façon, d'un accord, c'est quand même normalement de coller au projet, et de préférence pas l'inverse. Mais voilà, donc on a le modèle notamment le DESCA, DESCA, qui est une des bases les plus utilisées. Et pendant les négociations, il ne faut pas hésiter pour marquer les étapes d'avancée, voilà, de s'engager. Donc, ça peut être des lettres d'intention, que ce soit côté privé ou public, hein, on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Et éventuellement des préaccords type Memorandum of Understanding pour voilà, poser des bases, des grandes lignes de ce qu'on a déjà décidé et qu'on affinera pendant la négociation de l'accord de consortium. C'est une forme de sécurité pour vous, en fait, ces lettres d'intention et ces MOU. Il faut vous dire qu'on n'a plus besoin de revenir sur un point qui a été négocié ou de voir peut-être quelqu'un qui sort de la négociation parce qu'au final, il n'était pas d'accord avec des objectifs qui étaient fixés. Donc, tout ça, ça peut être chronophage. À nouveau, comme l'a dit Mathieu, faites-vous accompagner aussi pour comprendre la portée de l'engagement parce qu'une lettre d'intention, ça vous engage juridiquement. C'est utile pour la rédaction du contrat après. Donc, voilà, pour l'entreprise, c'est aussi un moyen de sécuriser le partenariat dans lequel elle veut s'engager. Et donc, on en vient à cette fameuse formalisation du partenariat.
où déjà, Mathieu l'a dit, mais on réinsiste dessus parce qu'il y a quand même quelque chose à voir pour… Alors, on est bien sur les parties partenariat au niveau d'un programme européen. Dans le cadre d'un partenariat public-privé où il n'y a pas de programme européen derrière, les parties sont libres de négocier. Après, vous pouvez vous inspirer éventuellement des modèles, notamment le DESCA, qui sont à votre disposition, mais tout est négociable dans la limite des enjeux aussi de vos partenaires. Donc ici, dans la partie formalisation, référez-vous toujours aux documents européens, donc les règles de participation, les documents de consultation et surtout ce grand agreement qui, mine de rien, impose pas mal de choses. Voilà. Et du coup, sous le chapeau finalement de ce grand agreement, c'est là qu'on va effectivement mettre en place l'accord de consortium en question. Donc c'est il y a beaucoup de points vigilants sur ce genre de contrat, des points importants, mais si on devait insister sur certains, on serait effectivement sur vraiment bien lister les connaissances antérieures, donc tout ce qu'on sait, savoir-faire, les apports, les spécificités, la propriété intellectuelle qu'on peut déjà avoir éventuellement, et l'intégrer dans les annexes voilà, qui sont prévues pour, hein, c'est déjà prévu dans les modèles. Vraiment bien expliquer chaque cas de figure d'utilisation des résultats, quand c'est pour réaliser le projet, quand c'est pour l'exploiter commercialement, un résultat qui est propre, qui est commun, des choses comme ça. Il faut vraiment ne pas oublier de cas de figure. Et sachant que voilà, dans le côté public, on a l'habitude de le faire. Hein, c'est pas, on découvrira pas le sujet si vous le mettez sur le tapis, il n'y a pas de souci. Surtout, voilà, au fur et à mesure qu'on avance sur les points de négociation, les intégrer dans la rédaction concrète de l'accord de consortium, dans la même idée que pour la lettre d'intention précédemment. L'idée, c'est de ne pas revenir forcément en arrière, qu'on a bien acté chaque étape d'avancée, voilà, et la faire valider au fur et à mesure. Bon, sachant, alors, un titre indicatif quand même, il y a souvent donc un délai pour fournir l'accord de consortium, hein, avec l'Europe. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, il ne faut pas trop traîner. Mais il faut savoir que dès qu'on est plus de 4 ou 5 partenaires, et dans ce genre de consortium-là, ce n'est pas rare, un round, ça peut prendre 2, 3, 4 semaines. Donc, il faut vraiment avoir bien préparé en amont pour que cette étape-là soit la plus fluide possible et qu'on arrive à tenir les délais de la Commission européenne, parce que voilà, si on les dépasse, dans le meilleur des cas, on suspend le versement donc des aides, et si on traîne beaucoup trop, on peut même mettre en danger le projet. Donc, c'est un point important pour vous, entreprise aussi, parce que justement, dans votre calendrier que vous êtes fixé pour arriver au résultat, ces éléments-là, en fait, peuvent faire que vous ayez des reports de début de recherche, des reports de financement. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Sur la partie connaissance intérieure, je vais juste insister sur le fait que vous l'avez cartographié, vous avez choisi ce qui a dévoilé. N'oubliez pas que ce qui n'est pas listé en tant que connaissance antérieure dans le partenariat sera présumé connaissance commune. Donc, vrai point de vigilance sur ce sujet-là. Ne pas oublier également, donc à nouveau, des points communs entreprise, laboratoire SPV, d'encadrer les coûts généraux, dont le budget de la propriété intellectuelle, même s'il reste incertain, cette gestion, qui va payer quoi, comment, qui va prendre les décisions, par la suite on verra. Tout ça, ça a de l'importance. Et ça aura de l'importance aussi quand vous allez aller chercher les fonds, parce qu'il va falloir donner une enveloppe dont vous avez besoin et vous n'aurez accès qu'à cette enveloppe. Donc, si vous avez oublié ces coûts généraux dont la budget pays, ça peut être compliqué. Voilà, donc ça c'était finalement la question de la calibration du budget. Voilà, bon, on rabâche un peu, mais voilà, c'est parce que c'est important. Voilà, faut vraiment faire attention à ça. Voilà, comme on l'a aussi évoqué tout à l'heure, vraiment bien organiser le pilotage du projet à la fois son déroulé factuel, voilà, les milestones, l'articulation des work packages, le calendrier d'avancement du projet et le mode de fonctionnement vraiment des comités de suivi, la prise de décision. Voilà, des reportings à la Commission européenne, comment on les organise, voilà, le temps laissé à chaque partenaire pour remonter les informations, pour les redescendre, etc. Ça, c'est tout un niveau de détail assez poussé, mais il faut vraiment bien préparer ça. Et après, pour pouvoir ensuite s'y tenir et que ça fonctionne de manière fluide. Bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, on va le redire. Il faut se faire accompagner. Hein. Public-privé, c'est pareil. On n'a pas, voilà, que vous sachiez pas forcément faire au sein d'une entreprise ou dans un laboratoire, c'est normal. On vous demande pas forcément de savoir le faire vous, hein, d'organiser tout ça. Mais il y a des structures qui sont là pour vous aider. Et alors, moi, petit message entre guillemets personnel côté SPV, il faut vraiment vous prévenir le plus en amont possible.
Voilà, on est multicasquette dans les pôles impliqués. Voilà, il y a des périodes plus ou moins chargées, il faut qu'on puisse anticiper. Ce sont des montages qui demandent un minimum d'engagement. Si on veut le faire bien voilà, on va dire maximiser vos chances que la partie formalisation du montage soit bien faite et qu'on n'ait plus qu'à juger finalement que la partie scientifique et technique, parce que c'est ça l'objectif à la fin, hein, qu'on juge l'essentiel, non pas la forme. Donc pour ça, voilà, vraiment, prévenez-nous le plus tôt possible. Et mettez-nous en contact avec voilà, les partenaires le plus tôt possible. Donc, je précise d'ailleurs, côté industriel, vous pouvez aussi nous contacter, nous, de vous-même, si vous avez déjà les contacts ou si voilà, vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Et sur la partie accompagnement, pour compléter, sachez que l'INPI aussi propose un accompagnement des entreprises, quel que soit leur domaine de maturité, quel que soit leur domaine d'activité aussi, qui est justement un programme, donc un accompagnement offert pour vous accompagner de la phase d'idéation à l'après-contrat, phase qu'on va voir juste après justement, pour justement vous poser les bonnes questions au bon moment et vous aider à mettre en œuvre toutes ces méthodes qu'on est en train de vous donner aujourd'hui. Cet accompagnement complémentaire pour vous, entreprise. Alors, je sais que Mathieu va peut-être me faire des gros yeux. Vous avez aussi des professionnels libéraux, des avocats qui sont là si vraiment vous le souhaitez, qui peuvent aussi vous accompagner en complément de nous, ce qu'on peut vous apporter. Voilà. Et voilà. Alors, même si on ne le fait pas souvent, je peux quand même préciser aussi, ça peut nous arriver aussi à nous, côté donc, SPV académique, de faire de l'accompagnement alors léger, hein, on ne va pas tout monter pour une entreprise, bien sûr, mais on peut voilà, prendre un peu de temps pour vous expliquer certaines choses voilà, sur des consortiums ou des choses comme ça. Voilà, on peut le faire de temps en temps, il n'y a pas de sujet. Et puis, de toute façon, de manière générale, quel que soit l'accompagnateur côté voilà, industriel et entreprise, on préfère aussi avoir affaire à des gens qui sont accompagnés. Voilà, histoire d'avoir des choses plus structurées. Je ne dis pas que personne ne sait faire en face, il y a des gens qui savent aussi se débrouiller tout seuls, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Et ce n'est pas un problème en soi, ce n'est pas un reproche. Voilà. L'idée, c'est juste d'aboutir à un partenariat qui tienne la route, qui soit équilibré et qui permette justement d'anticiper la suite de la signature du partenariat. Et donc Voilà. ici, on en revient, je suis désolée, n'oubliez pas, alors nouveau, centré programme européen sur ce webinaire, mais ce n'est pas le cas pour cette recommandation. Enfin, ça va être le cas parce que vous allez assurer le suivi des obligations, quel que soit le partenariat. Mais ici, dans le programme européen, n'oubliez pas que vous avez des choses qui sont vraiment obligatoires. Par exemple, il est nécessaire de lister l'ensemble des propriétaires des résultats dans un rapport final. On attend de vous en plus un livrable qui s'appelle rapport final. Et surtout, on a des mécanismes dits d'urgence publique qui peuvent au final contraindre l'exploitation parce qu'il va y avoir une clause d'octroi de licence, parce qu'il va y avoir une clause de mise en open access, parce que vous n'exploitez pas le résultat de la recherche. Donc tout ça, il faut aussi que vous le preniez en compte parce que en fait, la relation, c'est le contrat, j'ai signé, et il y a même après l'après-contrat. Voilà, donc, et dans la même logique, voilà, il y a un calendrier délivrable qui a été établi, alors par vous, en l'occurrence, ce sont les partenaires qui montent les projets qui les mettent en place dans la limite de la durée de l'appel à, bien sûr, et de l'appel à projet et du projet lui-même. Mais il faut vraiment, après, une fois qu'on y est, s'y tenir. La Commission européenne est assez tatillonne sur le respect des dates, voilà, et des livrables. Donc là, voilà, si jamais on se rend compte qu'on risque de ne pas tenir une date, il faut l'anticiper, il faut les prévenir, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bouger le calendrier pour s'adapter au projet s'il y a des soucis ou des choses qui marchent éventuellement même mieux que prévu, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir en tête qu'à la Commission européenne, tout est assez formalisé. On peut bouger les lignes, mais il faut vraiment quand même essayer de se tenir au calendrier et de les prévenir s'il y a le moindre écart qui arrive. C'est pas pour ça que votre projet va être scratché et arrêté pour autant, hein. Je précise tout de suite, voilà, on passe notre temps à faire des ajustements, y compris dans ces projets-là, et ils arrivent au bout quand même, hein. Voilà, on va être rassurant quand même. Voilà, s'il y a donc, anticiper les contrats d'application derrière. Pour tout ce qui va, voilà, bon, voilà, pour toute la protection des résultats, il va falloir effectivement anticiper tout ce qui est les dépôts probatoires ou les démarches en tout cas qui vont nécessiter, enfin qui vont être nécessaires pour protéger les résultats, en tout cas ceux qu'on souhaite valoriser. Et faire attention à tout ce qui est sous-traitance ou fournisseur, que les clauses qui vous lient, alors quand je dis vous, c'est aussi bien pour le public que privé, hein, on a le même souci des deux côtés,
que les clauses soient compatibles avec les engagements qu'on a pris à la fois au niveau du consortium sur les résultats et au niveau de la Commission européenne sur l'exploitation qui est attendue pour ce type de projet-là. On est comme sur des projets d'innovation. Voilà. Et ensuite, après le résultat, voilà, il faut mettre à jour le portefeuille de pays, parce que l'objectif de ce genre de projet, c'est d'avoir étoffé son portefeuille de pays en vue d'avoir des innovations à commercialiser. Voilà, faire attention à ce qui est effectivement obligation d'exploitation. Alors je ne peux pas vous dire comme ça de tête le délai, mais en tout cas, vous ne pouvez pas garder une innovation sous le coude pendant 10 ans et rien en faire à la suite de ce genre de projet-là. Il faut que vous ayez une démarche un minimum active pour au moins essayer de la valoriser. Voilà, s'il y a qu'est-ce qu'on fera aussi des perfectionnements qui peuvent venir après le projet, c'est de prévoir un peu comment on organise ça. Est-ce que c'est de la propriété qui devient propre à chacun de son côté? Est-ce que c'est commun? Bon, il y a tout un tas de choses comme ça à établir. Et c'est pour ça qu'en fait, alors j'ai mis sur les publications, mais c'est même de manière plus large, il faut maintenir un organe de communication entre les partenaires du projet, même au-delà de la date limite. Alors je ne dis pas non plus sur une durée illimitée, mais 1 ou 2 ans après au minimum, ça semble quand même raisonnable, à la fois pour gérer la publication, parce que de toute façon, la partie académique va vouloir publier ce qui n'est pas nécessaire de conserver secret ou de protéger pour de la valorisation économique. Ça, c'est dans le cadre de l'open science, dont l'open access mentionné un peu plus haut est une composante, et l'open access, c'est de la publication ouverte. Mais également pour les décisions à la valorisation en elle-même, voilà, comment est-ce qu'on suit et comment est-ce qu'on organise les démarches, là pour le coup qui vont surtout concerner les entreprises du projet et les institutions publiques qui peuvent être copropriétaires de certains des résultats, voire propriétaires de résultats propres, mais qui intéressent les entreprises pour leurs projets commerciaux. Et si je peux rajouter d'un point de vue entreprise, sur les obligations à répercuter sur les tierces parties, n'oubliez pas que toutes les garanties que vous prenez et que vous devez les imputer sur ces tierces parties, quelles qu'elles soient, parce que vous en êtes responsable si au cas où il y a une faute qui est commise. C'est aussi le cas pour si vous décidez de consentir des sous-licences. Attention à bien tout calculer, avoir les autorisations de faire les sous-licences, mais aussi dans les revenus, vous, si vous avez un droit de licence et que vous sous-licenciez, à bien calculer les montants des redevances, les revenus perçus, parce que tout ça doit en fait être harmonieux pour éviter que vous soyez en déséquilibre financier au regard de tierces parties au projet. Sur l'audit du portefeuille pays, c'est assez intéressant pour une entreprise parce que, comme l'a dit Mathieu, vous récupérez de la propriété intellectuelle qui, en fonction des négociations, généralement copropriété ou licence d'exploitation. N'oubliez pas que derrière cet audit aussi de votre portefeuille, ça peut être un audit qui m'amène à un audit financier qui va amener à une valorisation de votre capital social qui peut aussi vous aider si vous êtes une start-up, parce que c'est aussi les programmes européens sont aussi ouverts aux jeunes entreprises, qui peut vous aider à aller chercher des investisseurs. Donc, c'est là aussi l'intérêt pour une entreprise d'auditer son portefeuille pays, c'est de montrer qu'on a une valeur qui a grossi, un capital social qui a grossi. Et on en revient aussi, ce qu'on disait au début, recartographier votre positionnement dans votre écosystème. Sur le sujet des perfectionnements, là, généralement, tout peut être prévu aussi dans l'accord de consortium. En tout cas, le point de vigilance, contrairement à beaucoup d'entreprises qu'on rencontre peuvent le penser, c'est qu'un perfectionnement ne vous appartient pas forcément et n'est pas forcément libre d'exploiter, en tout cas, même s'il vous appartient. Ou alors aussi, vous avez des clauses qui dites de priorité qui vont vous dire que les partenaires sont prioritaires sur l'exploitation des perfectionnements. Donc, ce qui fait que quand vous avez pensé, vous êtes dit, j'ai fait un perfectionnement pour tel client, mais qui est en lien avec le projet, au final, vous vous retrouvez bloqué parce que peut-être la liberté, le droit d'exploitation ne revient pas à ce client, en fait, au final. Sur l'organe de communication, je ne peux que approuver Mathieu parce que les publications, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu pour une entreprise. Donc, on n'interdit pas en tant qu'entreprise la publication, ça c'est quasiment hors de question. Seulement, vous discutez avec le partenaire public de quel est le bon moment. C'est ça l'objectif. Quel est le bon moment de la publication au regard de vos objectifs commerciaux et de la concurrence et des dépôts, bien évidemment, que vous allez faire sur le marché français et sur le marché international. Ouais. Je vais encore compléter là-dessus parce que c'est un sujet de discussion récurrent, mais une publication, effectivement, même pour nous, la règle de base, c'est qu'on ne publiera pas sans avoir consulté les partenaires concernés. Pour nous, c'est entré dans les mœurs, c'est normal. Donc, vous inquiétez pas, on ne va pas vous sortir un truc du chapeau en disant « Ah, en fait, tu es cité, mais j'ai mis tes informations. » Voilà.
confidentiel sans en parler. Non, ça n'arrivera pas. Après, effectivement, voilà, on a des missions de recherche et de diffusion de la connaissance. Donc, c'est dans ce cadre-là que les publications en fait, sont faites côté académique. Mais c'est pas voilà, c'est pas forcément incompatible avec une exploitation économique. Et pour prendre un exemple voilà, tout bête, c'est que on peut breveter puis publier. Ça pose une fois qu'on a, voilà, si on fait dans le bon ordre et avec les bons délais, ça pose pas de problème pour l'exploitation commerciale. Par contre, effectivement, l'inverse est plus problématique, puisque la publication peut bloquer un brevet. Donc voilà, c'est des problématiques voilà, qu'on a intégrées côté académique. Et si même dans un projet particulier, selon le contexte, il y a des choses qui vous semblent voilà, on va dire sortir de l'ordinaire et poser des difficultés potentielles en publication, en fait, faut nous en parler. Il y a de très très fortes chances qu'il y ait une solution qui satisfasse tout le monde, mais faut pas chercher voilà, à se dire bah non, on va tout bloquer par principe, ou même on va tout ouvrir par principe. Ce serait le même problème d'ailleurs de l'autre côté, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci, vraiment. Voilà, c'est un sujet que maintenant on a l'habitude de discuter et de traiter. Donc, on espère en fait vous avoir convaincu que même s'il y a des gros enjeux pays, que tout ça, c'est de la négociation qui ne s'improvise pas, que vous irez vers ces financements européens. Je vais arrêter le partage peut-être pour voir les questions, du coup. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Plein d'informations, c'est très, très complet. Alors, j'ai vu que dans la discussion, il y avait déjà une première question. N'hésitez pas, si vous voulez allumer votre micro et votre caméra et puis poser votre question en direct. Alors, je vois pas le nom. Alors, C'est monsieur ou madame Skibamo qui était peut-être parti. je sais pas, mais en tout cas, bon, je peux y répondre quand même, du coup. Ouais. Oui, allez-y, allez-y. Voilà, donc bon, je relis la question. Voilà, donc c'est pour une déclaration d'invention déposée par un enseignant-chercheur auprès de la cellule de valorisation de son université. Quel est le délai de réponse raisonnable pour une prise de position de l'université sur la demande de brevet? Alors, je ne vais pas faire de réponse de normes non plus, mais donc voilà, ça va dépendre du contexte. Mais mettons, voilà, si on part du principe que la déclaration donc elle est complète, les informations nécessaires sont dedans. Voilà, le temps que ça passe sur les comités qui se réunissent en général une fois par mois sur la décision voilà, de l'analyse des DI et ensuite les décisions de dépôt de brevet, et les questions qu'il peut y avoir en complément entre la décision finale voilà, et la première analyse, on va dire qu'on est sur un délai de 6 à 8 semaines dans le meilleur des cas, et que si c'est plus compliqué, on peut rajouter un mois. Voilà. Il y aura toujours des cas où ça aurait été fait en un seul mois, où ça aura pris 6 mois. Voilà, on trouve toujours des exemples extrêmes dans les deux sens. Mais on va dire que voilà, on va dire qu'en gros, sous un trimestre, ça semble raisonnable, voire voilà, 2 mois. Voilà. C'est un délai qui. Voilà. Alors, je précise aussi, hein, d'ailleurs, c'est vrai pour les partenaires privés qui pourraient se poser la question, que dans certaines situations particulières, on peut accélérer le mouvement en disant, ben voilà, il y a un contexte particulier, je dis n'importe quoi, il y a besoin c'est un marché saisonnier, il faut qu'on soit là cette année, parce que sinon on sait qu'il y a un truc concurrent qui arrive, et voilà, c'est un enjeu pour nous, il faut qu'on ait les brevets beaucoup plus vite. Enfin, si on a l'information, on va faire en sorte d'aller plus vite. Côté académique, ça peut être ben, là, dans 3 semaines, j'ai une publication qui va sortir, donc là, le brevet, il sera mort. Donc voilà, on est capable de s'adapter dans certaines mesures. Mais il faut par contre qu'on ait l'information. C'est voilà, comme pour tout, hein, ce qu'on a expliqué précédemment. Plus on a d'informations, plus on va être en mesure de bien gérer les choses et de s'adapter au contexte. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. La présentation a été très, très claire, donc je pense qu'effectivement, il y aura moins de questions. Vous me corrigez si je me trompe, mais si jamais nos participants, enfin notre auditoire veut vous contacter, on pourra les mettre en relation avec vous, hein, si jamais il y a des questions qui viennent par la suite. Oui, pas de souci. Ouais. Oui, je mets l'adresse mail de la délégation dans le parfait. Voilà. Parfait, super. Comme ça, tout le monde peut le récupérer. C'est parfait. Voilà.
Et juste voilà, côté académique, il faut savoir que voilà, sur les projets de ce type-là, normalement, c'est un autre pôle qui se charge des montages, c'est le pôle Europe, justement. Mais comme cette question-là est très spécifique et que c'est plutôt de mon pôle que ça relève, voilà, c'est pour ça que c'est moi qui suis intervenu aujourd'hui. Et pour le coup, je pourrais aussi intervenir sur ces questions-là si au cours d'un montage, ça se soulevait qu'il y avait effectivement des points à éclaircir. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a bien voilà, des gens dédiés et spécialisés, on va dire, dans ce montage-là, côté académique. Donc côté CNRS, les universités, hein, il n'y a pas Tours à Orléans, ça, voilà, il y aura forcément des interlocuteurs qui seront compétents pour vous accompagner. Des équipes au fait de tout. Mais écoutez, étant donné l'heure, je vais vous proposer que l'on se quitte pour aujourd'hui. Je vous remercie grandement à tous les deux d'avoir accepté d'intervenir pour aujourd'hui. Merci Pénélope et Mathieu. Pour la suite, on va se retrouver la semaine prochaine pour continuer et même clore la web-série Euclide et on parlera de l'EIC Pathfinder. Je vous souhaite à toutes à toutes et à tous, pardon, une excellente journée et à très bientôt pour la web-série Euclide. Au revoir.